C'est l'année 1453. Les murs de Constantinople, qui ont tenu pendant plus de 1000 ans, finissent par céder. C'est dans le tumulte de la bataille que disparaît l'empereur Constantin XI, emportant avec lui le dernier vestige de l'Empire romain. Il ne s'agit pas simplement de la fin d'une époque, mais aussi du début d'un véritable cauchemar qui va tourmenter l'Europe durant les 6 siècles à venir. Les Ottomans ne se sont pas imposés simplement comme des conquérants, mais plutôt comme une puissance défiant tout ce que l'Europe connaissait en matière de pouvoir, d'organisation militaire et de tolérance religieuse. Voici le retournement que personne ne vous dévoile. Alors que l'Europe dépeignait les Ottomans comme des sauvages assoiffés de sang, elle façonnait le parfait monstre pour légitimer ses propres croisades, son colonialisme sans pitié et ses ambitions impériales. C'est le récit authentique, brut et sans retouche de l'Empire qui a semé la terreur en Europe. Mais c'est aussi l'histoire de comment cette terreur a été exaltée, dénaturée et exploitée comme instrument de propagande durant des siècles. Chaque empire a ses débuts modestes, mais rares sont ceux qui peuvent revendiquer d'avoir émergé des débris d'un autre titan déclinant. C'est en l'an 1299 qu'Osman Paşa, dirigeant d'un modeste beylik en Anatolie, jugea que l'empire byzantin affaibli représentait une cible trop attirante pour être négligée. Tandis que Byzance était dévastée par des conflits internes et des batailles pour le pouvoir, Osman et ses héritiers se mirent à conquérir des terres petit à petit, tels des loups poursuivant un lion blessé. Au début, ce n'était ni rapide ni impressionnant, mais plutôt méthodique, calculé et presque chirurgical. Chaque triomphe nourrissait le prochain. Chaque cité prise se transformait en bastion pour l'assaut suivant. L'événement décisif a eu lieu en 1354, même si quelques sources discutent de la possibilité que ce soit plutôt en 1356 ou 1358, quand les Ottomans ont pris possession de Gallipoli. Ce n'était pas juste une autre région conquise, c'était la clé qui permettait d'ouvrir les portes de l'Europe. Pensez à l'effroi qui a saisi Constantinople lorsqu'ils ont compris que les Ottomans avaient pris le contrôle du passage entre l'Asie et l'Europe, transformant les Dardanelles en un axe de progression pour une invasion militaire. Gallipoli s'est transformée en Roumélie, la première province européenne de l'Empire ottoman. De cette base, ils ont commencé leurs incursions vers la Thrace et la Macédoine, telles des vagues inarrêtables. Les fortifications byzantines étaient prises les unes après les autres, et à chaque victoire, la terreur commençait à se propager dans les cours d'Europe. Cependant, c'est à ce moment-là que l'histoire prend vraiment de l'importance, car ce que les manuels d'histoire traditionnels négligent souvent, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un affrontement entre musulmans et chrétiens. Les premiers Ottomans étaient d'un pragmatisme à toute épreuve et n'ont pas hésité à nouer des alliances avec des seigneurs de guerre chrétiens si cela leur était avantageux. Des mercenaires byzantins ont combattu en tandem avec les forces ottomanes. Des princes chrétiens se sont unis avec des sultans contre leurs propres coreligionnaires, et l'argent a circulé dans les deux sens, indépendamment de la religion. Ce fait troublant s'apprête le récit soigneusement entretenu de civilisation contre barbarie par l'Europe pendant des siècles. Les Ottomans n'étaient pas de simples conquérants fanatiques. Ils étaient des acteurs politiques raffinés, qui savaient que le véritable pouvoir ne se limite pas aux frontières religieuses. L'instauration de la Roumélie a signalé l'avènement d'une chose inédite pour l'Europe depuis des centaines d'années. Une force islamique durable sur le territoire européen. Ce n'était pas une invasion éphémère à l'instar des conquêtes arabes en Espagne, mais une présence destinée à perdurer. Les voies commerciales ont été modifiées, les accords ont été réarrangés, et à un moment donné, l'Europe a été contrainte d'affronter une réalité délicate. Un nouvel acteur était présent sur la scène mondiale, et ce dernier était en train de triompher. Les chroniqueurs byzantins de cette période relataient avec effroi l'émergence des mosquées sur des terres jadis chrétiennes depuis plus d'un millénaire. Toutefois, ce qui les angoissait véritablement n'était pas uniquement la religion, mais aussi la rigueur implacable avec laquelle les Ottomans géraient leur conquête.
C'est l'établissement des fondements pour tout ce qui a suivi qui rend cette période si passionnante. Les Ottomans ne se limitaient pas à l'expansion territoriale. Ils établissaient un système, élaboraient des stratégies et façonnaient une identité impériale fusionnant des aspects turcs, persans, arabes et byzantins pour créer une entité totalement inédite. Chaque village conquis, chaque bastion pris d'assaut était une leçon acquise, un élément supplémentaire du casse-tête qui finirait par devenir l'un des empires les plus impressionnants de l'histoire. Et l'Europe, divisée et préoccupée par ses propres conflits internes, n'a pas saisi la menace avant qu'il ne soit trop tard pour l'endiguer sans un effort colossal et coordonné qui nécessiterait des siècles pour se mettre en place. Si la fondation à Gallipoli a été le déclencheur, les conquêtes en Balkans à la fin du XIVe siècle ont été l'incendie qui a réduit en cendres les espoirs chrétiens de freiner l'expansion ottomane. L'année 1371 a marqué la bataille de Maritsa, un conflit qui allait modifier irréversiblement le cours de l'histoire des Balkans. Fortes de leur avantage numérique et de leur leadership, les troupes serbo-bulgares se lancèrent contre l'armée ottomane, mais furent décimées dans une défaite si désastreuse que les souverains des deux pays trouvèrent la mort lors du conflit. Ce n'était pas juste une conquête militaire, c'était une affirmation de volonté. Les Ottomans n'étaient pas là pour s'amuser, ils étaient là pour perdurer et exercer le pouvoir. Si Maritsa a semé la terreur, le Kosovo en 1389 a figé cette terreur en une panique totale. Visualisez le tableau. Une immense coalition chrétienne, rassemblée autour du prince Lazare de Serbie et constituée de Serbes, de Bosniaques, d'Albanais et de Valaques, se mesure au sultan Mourad Ier sur la plaine du Kosovo. Cette bataille a été élevée au rang de mythe, ce qui est parfaitement justifié étant donné que son issue a déterminé le destin des Balkans pour les 5 siècles qui ont suivi. Malgré la mort de Mourad Ier durant le combat, prétendument tué par un noble serbe ayant simulé une défection, les Ottomans ont infligé une défaite si décisive à l'alliance chrétienne que l'Empire serbe n'a jamais pu se relever. Le prince Lazare a été exécuté, ses territoires ont été transformés en fiefs ottomans et la voie vers le sud de l'Europe a été dangereusement déblayée. Ce qui a suivi a été une série de conquêtes en cascade qui a redessiné la carte des Balkans. Autrefois, un royaume fort et glorieux, la Bulgarie tomba en 1393 suite à la prise de sa capitale Tarnovgrad après un siège dévastateur. Les Bulgares ont été soumis à l'Empire ottoman, leurs aristocrates exécutés ou relégués en exil, et leurs régions ont été intégrées dans cet empire en plein essor. Ce qui est particulièrement effrayant pour les Européens à propos de ces conquêtes, ce n'est pas uniquement leur rapidité ou leur violence, mais aussi l'impression d'invincibilité que dégageaient les Ottomans. Toute armée chrétienne qui partait à leur rencontre revenait battue, ou n'était tout simplement pas revenue. Les stratégies des Ottomans, leur rigueur militaire, leur emploi de la cavalerie légère et des tireurs à cheval surpassaient toutes les pratiques de guerre européennes du Moyen Âge. À présent, voici l'aspect que la propagande européenne a habilement négligé pendant des siècles. La brutalité n'était pas une spécificité uniquement ottomane. Les documents de cette période font état d'exécutions massives et d'empalements orchestrés par les Ottomans. Et oui, ces horreurs se sont bel et bien produites. Toutefois, des personnages tels que Vlad l'Empaleur, perçu en Europe comme un héros pour avoir tenu tête aux Ottomans, employaient les mêmes méthodes de terreur avec une ardeur similaire, voire supérieure. La distinction réside dans le fait que quand les chrétiens empalaient leurs adversaires, c'était considéré comme une justice divine, tandis que lorsque les Ottomans agissaient de la sorte, c'était perçu comme de la barbarie orientale. Cette hypocrisie a engendré une guerre de propagande qui s'est prolongée sur des siècles, chaque partie présentant l'autre comme des bêtes inhumaines tout en perpétrant les mêmes horreurs. L'Europe était particulièrement alarmée par ces conquêtes dans les Balkans, non seulement à cause de la perte territoriale, mais aussi en raison de la façon dont les Ottomans procédaient à l'intégration.
Les Ottomans ne se limitaient pas à la conquête et au pillage, comme les envahisseurs classiques, ils intégraient et incorporaient. Sous le système du millet, les communautés chrétiennes qui se conformaient recevaient une gestion assez tolérante, leur permettant de maintenir leurs croyances et leurs organisations communautaires en retour de leur fidélité et du paiement d'impôts. Cela a engendré une circonstance où un grand nombre de chrétiens des Balkans ont réalisé que vivre sous le règne ottoman n'était pas l'apocalypse qu'avaient annoncé les prédicateurs. En effet, pour certains agriculteurs, cela était de préférence à la tyrannie féodale de leurs propres seigneurs chrétiens. Cette situation désagréable minait les tentatives des grandes puissances européennes d'organiser une résistance efficace, étant donné qu'il était difficile d'encourager les gens à s'opposer à un occupant qui, dans de nombreux cas, les traite mieux que leurs anciens dirigeants. Le 29 mai 1453 est l'une de ces dates qui marquent une rupture dans l'histoire, séparant le temps en un avant et un après. Pendant un peu plus de 2 mois, les fameuses murailles de Constantinople, qui avaient tenu bon face à des assauts pendant plus de 1000 ans, ont enduré la plus violente et la plus technologiquement sophistiquée attaque jamais enregistrée jusqu'à présent. Mehmed II, qui allait être surnommé le Conquérant, constitua une armée évaluée à plus de 80 000 soldats face à un effectif défensif de la ville ne dépassant pas les 7 000 hommes. Cependant, les chiffres ne révèlent pas toute la vérité. Ce qui a réellement fait la différence, c'est l'artillerie. Mehmed emporta avec lui d'énormes canons, parmi lesquels se trouvait la célèbre basilica, un gigantesque canon en bronze, capable de projeter des projectiles pesant une demi-tonne, capable de détruire les murs considérés comme indestructibles. La logistique de ce quartier général était un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire que l'Europe n'avait pas observé depuis des siècles. Quand la chaîne de la Corne d'Or a empêché l'accès naval ottoman au port, Mehmed a simplement déplacé ses navires par voie terrestre, construisant une route en bois huilé à travers les collines de Galata et tirant une multitude de navires jusqu'à l'eau, au-delà des défenses. Visualisez-vous en tant que sentinelle sur les murailles, observant avec effroi une flotte complète surgir comme par enchantement dans votre port défendu. C'était autant une manœuvre psychologique que stratégique, montrant qu'il n'existait aucun obstacle que les Ottomans ne pouvaient franchir. Les canons pilonnaient les fortifications jour et nuit, créant des brèches que les défenseurs s'efforçaient de colmater durant les courts moments de répit nocturne. L'assaut final s'est transformé en un désastre apocalyptique. Les chiffres fluctuent, mais on estime que de 4 000 à 12 000 soldats défensifs ont péri, alors que les pertes de l'Empire ottoman pourraient s'élever à 50 000. Constantin XI, dernier empereur de Rome, a trouvé sa fin sur le champ de bataille, et son sort demeure une des énigmes majeures de l'histoire. Il existe des récits qui prétendent qu'il a renoncé à ses distinctions impériales et a trouvé la mort en se battant comme un simple soldat, tandis que d'autres affirment que son corps n'a jamais été découvert, nourrissant les prophéties qui prédisent son retour pour reconquérir la ville. Quand les Ottomans ont finalement pris Constantinople, ils l'ont pillée pendant 3 jours, conformément aux coutumes de guerre de l'époque. Cependant, Mehmed a par la suite décrété que cette ville serait la nouvelle capitale de son empire, et non ses décombres. Pour l'Europe, ce n'était pas seulement une défaite sur le plan militaire, mais aussi un traumatisme à l'échelle de la civilisation. Constantinople a été la successeur de Rome, le dernier bastion de l'Empire romain et la protectrice du christianisme oriental pendant plus d'1 millénaire. Beaucoup ont vu sa chute comme un présage de fin du monde. Le pape Nicolas V a affirmé que c'était l'époque la plus sombre pour la chrétienté. Les voies commerciales qui avaient autrefois prospéré Venise et Gênes étaient désormais sous domination ottomane. Les savoirs grecs ayant conservé l'héritage classique commençaient à affluer vers l'Occident à mesure que les savants fuyaient, contribuant de manière inattendue au surgissement de la Renaissance. L'impact fut si fort qu'il résonna pendant plusieurs décennies, incitant des explorations telles que celle de Christophe Colomb,
qui recherchait des voies alternatives vers les Indes, précisément parce que les Ottomans géraient désormais les itinéraires conventionnels. Mais voici le twist que les récits européens traditionnels négligeant. Les Ottomans n'ont pas effacé l'héritage chrétien de Constantinople comme on l'appréhendait. Mehmed II se proclama défenseur de l'Église orthodoxe, désigna un nouveau patriarche et autorisa les communautés chrétiennes à maintenir leurs églises et leurs rites. Cela dénote un contraste saisissant avec les événements de 1204, lorsque les croisés catholiques ont saccagé cette même ville, profanant les églises orthodoxes et anéantissant des reliques précieuses. La propagande papale a exagéré la chute de Constantinople en tant qu'éradication de la civilisation, mettant en place des croisades qui ont généralement échoué, car elles exigeaient de conserver vivante la terreur du Turc pour expliquer les taxes, les recrutements militaires et l'oppression des contestataires internes. La réalité est que de nombreux orthodoxes ottomans ont constaté qu'ils jouissaient d'une plus grande liberté religieuse qu'ils n'en avaient sous la domination catholique romaine, une vérité déplaisante que l'Europe catholique a souvent choisi d'ignorer durant des siècles. Pour saisir pourquoi les Ottomans ont été quasiment invincibles pendant près de 200 ans, il est essentiel de comprendre deux avancées qui ont transformé l'art de la guerre: l'intégration massive de la poudre à canon et l'établissement du corps des janissaires. Tandis que l'Europe s'appuyait essentiellement sur la cavalerie lourde et les stratégies féodales, les Ottomans mettaient en place la première armée moderne professionnelle au monde. Ironiquement conçue en Chine et diffusée en Europe, la poudre à canon a été améliorée et exploitée à grande échelle par les Ottomans. Non seulement ils possédaient des canons, mais ils disposaient également de fonderies capables de produire de l'artillerie à une échelle qui a laissé l'Europe émerveillée. L'intégration des mousquets et des armes à feu portatives dans leur stratégie a eu lieu des décennies avant que les forces militaires européennes ne les adoptent entièrement. Toutefois, la véritable force secrète de l'Empire ottoman résidait dans les janissaires. Leur provenance représente l'un des récits les plus disputés et captivants de l'histoire militaire. Le système de Devshirme, instauré totalement au XIVe siècle, était rudimentaire mais sévère dans son application. Tous les quelques années, des agents ottomans arpentaient les régions chrétiennes de l'Empire pour choisir les enfants les plus talentueux, généralement entre 8 et 18 ans, et les conduisaient à la capitale. Ces enfants de confession chrétienne y étaient convertis à l'islam, formés assidûment en arts martiaux et en stratégie militaire, tout en étant conditionnés à une fidélité inébranlable au sultan. Ce processus n'a pas seulement donné naissance à un soldat, mais à une véritable machine de guerre professionnelle dénuée de toute attache familiale ou loyauté tribale, dont l'unique mission était de servir l'Empire. Les conséquences furent ravageuses pour les adversaires ottomans. Lors de la bataille de Nicopolis en 1396, une vaste croisade européenne fut décimée par une armée ottomane, mettant en valeur les janissaires. Considérés comme l'élite militaire de l'Europe, les chevaliers français ont attaqué sans prudence et ont été décimés par la discipline et les tactiques supérieures des Ottomans. 48 ans plus tard, en 1444, lors de la bataille de Varna, une alliance polono-hongroise connut le même destin. Le roi Vladislas III de Pologne a péri lors d'une bataille, emportant avec lui les ambitions d'endiguer la progression ottomane vers l'Europe centrale. Ce n'étaient pas que des triomphes ordinaires, c'étaient des démonstrations de domination militaire si totale qu'elles produisaient des ondes de choc à travers l'Europe. Le débat sur le système Devshirme continue de faire polémique jusqu'à nos jours. En Europe, on le qualifiait d'impôt du sang, une atrocité qui séparait les enfants chrétiens de leurs familles pour les convertir en guerriers musulmans. Effectivement, sous cet angle, c'était tout à fait traumatisant et cruel. Cependant, voici la complexité que les historiens contemporains ont commencé à examiner. Bon nombre de ces enfants ont atteint des positions de pouvoir incroyables dans leur société d'origine. Les janissaires ne se limitaient pas à être des combattants. Les plus compétents devenaient administrateurs, gouverneurs,
et pouvaient même accéder au poste de grand vizir, dirigeant l'empire en représentation du sultan. Certains soutenaient financièrement leur famille chrétienne, tandis que d'autres facilitaient le traitement favorable de leur territoire d'origine. S'agissait-il d'esclavage? Sans l'ombre d'un doute. Était-ce plus compliqué que la simple narration de victimisation? Également, sans l'ombre d'un doute. Ce qui effrayait véritablement l'Europe concernant les janissaires, ce n'était pas uniquement leurs compétences sur le champ de bataille, mais plutôt ce qu'ils symbolisaient, une méritocratie militaire qui mettait au défi l'ordre féodal européen. En Europe, votre avenir était scellé par votre lieu de naissance. Un paysan restait paysan tandis qu'un noble voyait le jour dans la puissance. Toutefois, un enfant paysan chrétien avait la possibilité de devenir janissaire et d'éventuellement diriger des provinces. Bien que cette mobilité sociale soit issue d'un système impitoyable, elle proposait des possibilités qui n'étaient tout simplement pas présentes dans la hiérarchie rigide de l'Europe. Les Ottomans ont prouvé qu'une organisation fondée sur la compétence et la fidélité pouvait surpasser une structure axée sur l'hérédité et la noblesse, représentant ainsi un défi idéologique aussi important que n'importe quel bataillon militaire. L'Europe ne pouvait accepter que le système barbare ottoman soit plus efficace que le sien. Aussi l'a-t-elle diabolisé, tout en cherchant discrètement à s'en inspirer. Les premières institutions militaires en Europe ont été directement influencées par le modèle de formation des janissaires. Si l'on devait donner un nom à l'apogée de la puissance ottomane, ce serait sans doute celui de Soliman le Magnifique. Il a régné de 1520 à 1566, et beaucoup estiment que c'était alors l'époque la plus splendide de cet empire. Cependant, ce qui a véritablement fait la grandeur de Soliman ne se limite pas à ses exploits militaires, bien que ceux-ci aient été remarquables. C'est plutôt son talent pour marier la force militaire à l'élégance juridique et culturelle qui le distingue. Il était connu sous le nom de le Magnifique en Europe, tandis qu'il portait le titre de le législateur dans le monde islamique. Ce dernier titre révèle bien plus sur son héritage véritable. Soliman a intégré les lois ottomanes, un amalgame de coutumes turques, islamiques et byzantines, pour les structurer en un système de droit uniforme qui rivalisait avec le droit romain tant sur le plan de la complexité que de l'étendue. Ces campagnes militaires ont été à la fois impressionnantes et effrayantes pour l'Europe. En 1521, seulement un an après son accession au trône, il réussit à prendre Belgrade, la porte de la chrétienté, une citadelle qui avait résisté à de nombreux sièges ottomans. En 1526, 5 ans plus tard, son armée infligea une défaite écrasante aux Hongrois lors de la bataille de Mohacs, qui se solda par la mort du roi Louis II de Hongrie, probablement noyé en s'enfuyant. Ce triomphe a permis à l'Empire ottoman de s'établir dans la plaine pannonienne et d'étendre ses frontières jusqu'au centre de l'Europe centrale. Une partie de la Hongrie est devenue une province ottomane, tandis que l'autre partie a été transformée en un État vassal, convoité par les Ottomans et les Habsbourg. L'Europe avait perdu un de ses principaux remparts face à l'expansion vers l'Est. Ce qui énervait véritablement la noblesse européenne, c'était le style de gouvernance de Soliman. Son despotisme éclairé ne se limitait pas à une tyrannie orientale, comme souvent présenté par la propagande européenne. Il s'agissait d'un système de gestion extrêmement performant qui fusionnait des aspects du droit islamique avec des coutumes romaines et byzantines. L'administration de la justice était généralement cohérente. Les taxes étaient régulièrement perçues et des procédures étaient en place pour permettre aux individus les plus modestes de soumettre directement leurs demandes au sultan. Cela offrait un contraste saisissant avec le système féodal européen, dans lequel les nobles jouissaient d'un pouvoir quasi total sur leur domaine et les paysans qui y vivaient. Soliman a démontré qu'une administration centralisée forte pouvait être plus performante et, sur certains points, plus équitable que le système européen fragmenté. Les réformes juridiques de Soliman ont influencé pratiquement tous les domaines de l'existence ottomane. Il a codifié les lois relatives à la propriété foncière,
Mise en place des protections pour diverses communautés religieuses dans le contexte du système des millets, réguler les taxes et le commerce, et instaurer un système judiciaire qui, malgré ses imperfections, offrait des voies de recours tant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Les commerçants de Venise et de Gênes, œuvrant dans les territoires sous domination ottomane, exprimaient fréquemment leur préférence pour les juridictions ottomanes, jugées plus prévisibles et moins corrompues que bon nombre de juridictions européennes. L'Europe ne souhaitait pas représenter le despotisme oriental. Aussi, ces remarques favorables étaient rarement intégrées dans les chroniques qui circulaient au sein des cours européennes. C'est le secret inavouable que l'Europe ne souhaitait pas reconnaître. Tout en condamnant publiquement les Ottomans et en appelant à la guerre sainte contre eux, elle maintenait en coulisses des liens commerciaux et diplomatiques étendus. Des accords de paix ont été signés avec Soliman par les Habsbourg, leurs adversaires déclarés, lorsqu'ils le jugeaient opportun, et le commerce entre Venise et l'Empire ottoman a connu une prospérité même durant les phases de guerre ouverte. François Ier de France n'a pas hésité à établir une alliance explicite avec Soliman contre Charles Quint, choquant la chrétienté tout en prouvant que les intérêts politiques prévalaient sur le discours religieux. L'Europe avait besoin du monstre ottoman pour ses objectifs de propagande et d'unification, mais en réalité, la relation était bien plus complexe, transactionnelle et bénéfique mutuellement que ce que chacune des parties souhaitait reconnaître publiquement. Soliman a parfaitement saisi ce concept et l'a utilisé avec brio, se transformant en un conquérant tout autant qu'en un stratège exceptionnel sur l'échiquier géopolitique de l'Europe. L'année 1529 a été le point où l'effroi ottoman a véritablement frappé à la porte de l'Europe centrale. Poussé par ses triomphes en Hongrie et résolu à anéantir le pouvoir des Habsbourg, Soliman le Magnifique constitua une armée regroupant plus de 100 000 soldats et se dirigea vers Vienne, la capitale du Saint-Empire romain germanique. Ce n'était pas juste une autre opération militaire, c'était une tentative d'anéantir le noyau politique de l'Europe. Si Vienne était conquise, le chemin vers l'Allemagne, l'Italie et la France serait risquément dégagé. L'annonce de l'avancée de l'armée ottomane engendra une grande inquiétude à travers l'Europe. Des processions de prières à grande échelle furent organisées par les églises, tandis que les sermons annonçant la fin du monde se multiplièrent, prédisant la chute imminente de la chrétienté. L'assaut a débuté en septembre, tard dans la saison de campagne, une erreur de jugement qui s'est révélée déterminante. Soliman n'avait pas pris en compte les défis logistiques que représentait le déplacement d'une si grande armée à travers les Balkans et la Hongrie. Les pluies interminables ont rendu les routes impraticables, l'artillerie lourde s'est enlisée et une portion significative de l'équipement de siège a été abandonnée. Lorsque les Ottomans ont finalement atteint Vienne, ils ont constaté que la ville avait été fortifiée rapidement, mais avec efficacité. Sous la direction du comte Niklas von Salm, les défenseurs, comptant à peine 16 000 hommes, avaient érigé des fortifications additionnelles et étaient résolus à tenir bon jusqu'à l'arrivée de nouveaux renforts. Les Ottomans multiplièrent les attaques, recourant à des mines pour affaiblir les murailles. Cependant, les défenseurs contre-attaquaient en creusant des contre-mines et en provoquant des collapsus qui coûtaient la vie à des centaines de leurs sapeurs. Vienna a été la cible de bombardements incessants et d'attaques directes répétées pendant une période de 3 semaines. Les deux camps ont subi des pertes terribles, les Ottomans perdant des centaines de soldats à chaque attaque, pendant que les défenseurs combattaient jusqu'à la fatigue extrême. En réalité, le véritable adversaire de Soliman ne résidait pas dans les fortifications de Vienne, mais plutôt dans les conditions climatiques. Au fil d'octobre, une chute spectaculaire des températures a commencé à se manifester. Avec l'arrivée précoce de la neige, Soliman dut faire face à une décision cruciale. Continuer le siège, mettant ainsi en péril son armée dans un territoire adverse pendant l'hiver européen, ou se replier et encaisser sa première grande défaite. Soliman ordonna le repli le 15 octobre. Les Ottomans ont emporté avec eux des milliers de prisonniers et ravagé des villages lors de leur route de retour. Cependant, une réalité demeurait. Ils n'ont pas réussi à conquérir Vienne.
La défaite à Vienne a constitué un tournant psychologique plutôt que militaire. Les Ottomans continueraient d'être une puissance redoutable pendant plus de 100 ans. Cependant, leur image d'invincibilité avait été ternie. L'Europe a réalisé que les Ottomans n'étaient pas invincibles, qu'ils faisaient face à des contraintes logistiques, que le climat européen jouait contre eux et qu'une résistance tenace pouvait faire face à l'armée la plus redoutable du monde. Le siège a aussi joué un rôle de cohésion en Europe que les appels à la croisade lancés par le pape n'avaient jamais réussi à instaurer. Les princes, qu'ils soient protestants ou catholiques et traditionnellement en conflit, ont commencé à envisager une collaboration face aux dangers ottomans. La Ligue sainte, constituée en réaction au siège, signalait l'initiale tentative véritable pour établir une défense européenne commune. L'historiographie européenne traditionnelle ne se concentre pas sur la façon dont le système d'espionnage ottoman a intensifié la terreur du siège au-delà de ce que l'événement militaire pouvait justifier. Les Ottomans avaient déployé des informateurs dans les grandes cités d'Europe, et ces derniers transmettaient des comptes rendus amplifiés concernant la dimension et l'agressivité de l'armée ottomane. Les Vénitiens, experts en espionnage, se livraient aussi qu'à un double jeu en cédant des informations à l'acheteur le plus offrant. Ces réseaux d'informations généraient un effet amplificateur de la peur, où les bruits de couloir concernant les atrocités ottomanes se propageaient plus rapidement que la réalité. Dans les narrations, une armée de 100 000 soldats se muait en 200 000, les exécutions se métamorphosaient en meurtres de masse génocidaires et chaque revers européen était démesurément amplifié jusqu'à atteindre des dimensions apocalyptiques. Les Ottomans saisissaient pleinement l'importance de la guerre psychologique et entretenaient délibérément ces rumeurs car un adversaire effrayé est déjà partiellement défait avant même le début du combat. De son côté, l'Europe profitait aussi d'exagérer la menace ottomane. Les gouvernants recouraient à la peur pour collecter des taxes exceptionnelles, constituer des armées plus vastes et éliminer la contestation interne, soutenant que l'unité était indispensable face au péril existentiel. Au cours du XVIe siècle, la Méditerranée s'est transformée en un bassin ottoman. Et cette domination maritime inspirait à l'Europe une peur équivalente à celle de n'importe quelle force terrestre. Sous le commandement de légendaires amiraux tels que Barberousse et Piali Pacha, la marine ottomane contrôlait les voies maritimes allant de la mer Égée aux rivages espagnols. Il ne s'agissait pas uniquement d'une prépondérance en nombre, bien que les Ottomans fussent capables de déployer d'énormes flottes si besoin, mais aussi d'une avancée technologique et tactique. Les galères de l'Empire ottoman surpassaient souvent en vitesse et agilité leurs équivalents européens. De plus, leurs marins et rameurs, dont une large part était constituée d'esclaves chrétiens pris captifs, étaient formés pour la guerre navale d'une manière que rares étaient les puissances européennes à pouvoir égaler. L'apogée de la force navale ottomane a été atteinte lors de la conquête de Chypre en 1570-1571, un affrontement qui a exposé l'inhumanité absolue de la guerre durant cette période. Famagouste, le dernier bastion vénitien de l'île, a tenu bon face à un siège de 11 mois dirigé par Marco Antonio Bragadin. Quand la ville se rendit finalement en août 1571, une garantie de sécurité fut accordée aux défenseurs. Cependant, Bragadin a subi d'atroces tortures pendant plusieurs jours avant d'être écorché vif. Sa peau a été farcie de paille et mise en vitrine comme un trophée. Cette horreur a choqué l'Europe et s'est transformée en un appel à la vengeance. Ce que les histoires européennes préfèrent ignorer, c'est que ces atrocités n'étaient pas réservées aux Ottomans. Le saccage des cités et la torture des chefs adverses étaient des coutumes répandues en Europe. Cependant, quand les Ottomans se livraient à ces actes, ils étaient accusés de leur barbarie orientale. La chute de Chypre a agi comme un déclencheur, menant à la formation d'une sainte ligue sérieuse regroupant les puissances catholiques européennes sous l'appui du pape Pie V. Cette ligue était constituée de l'Espagne, de Venise, des États pontificaux, de Gênes, ainsi que d'autres forces moins significatives.
En octobre 1571, cette flotte unie de plus de 200 galères se mesura à une flotte ottomane d'envergure comparable dans le golfe de Patras, à proximité de Lépante. Le conflit qui a suivi a été le plus grand combat naval depuis l'époque antique, impliquant plus de 400 navires et 150 000 soldats. C'était un massacre apocalyptique. Durant 4 heures, les galères s'affrontèrent. Des milliers d'hommes périrent dans des combats rapprochés sur des passerelles couvertes de sang. La mer prit une couleur rougeâtre. Finalement, la Sainte Ligue a quasiment anéanti la flotte ottomane, tuant ou capturant plus de 30 000 Ottomans et libérant des milliers d'esclaves chrétiens retenus sur les galères. Lépante a été saluée à travers toute l'Europe comme la victoire cruciale qui a finalement mis un terme aux avancées ottomanes. Les cloches des églises résonnèrent durant plusieurs jours. Des poèmes épiques furent composés et la renommée de chefs triomphants tels que Don Juan d'Autriche atteignit des sommets légendaires. Le pape a affirmé qu'il s'agissait d'un signe de grâce divine, et l'Europe a soupiré de manière collective, convaincue que le danger naval ottoman avait été définitivement écarté. Cependant, voici la vérité désagréable que l'Europe a choisi d'ignorer. Les Ottomans ont presque entièrement refait leur flotte en seulement 1 an. En 1573, ils avaient à leur disposition une flotte opérationnelle neuve qui, sous certains points de vue, surpassait celle qu'ils avaient perdue à Lépante. Selon le grand vizir Sokollu Mehmed Pacha, il aurait exprimé à l'ambassadeur de Venise que la perte de la flotte pour Venise était comparable à la perte d'un bras, tandis que pour les Ottomans, ce n'était rien d'autre qu'une simple coupe de barbe, une chose qui repousserait rapidement. La véritable signification de Lépante ne résidait pas dans une dimension stratégique, mais plutôt psychologique. L'Europe a prouvé sa capacité à triompher des Ottomans lors d'une grande confrontation maritime lorsqu'elle était unie, mais a également exposé la difficulté de préserver cette unité une fois la crise urgente surmontée. Après la bataille de Lépante, la Ligue sainte a rapidement commencé à se désagréger en raison de conflits internes, d'une méfiance réciproque et de divergences dans les priorités. En 1573, Venise, à bout de souffle financièrement, conclut un accord de paix distinct avec les Ottomans. Bien qu'elle ait abandonné Chypre, elle a réussi à regagner ses droits commerciaux. Cela a provoqué la colère de l'Espagne, considérant que Venise avait abandonné la cause chrétienne pour des intérêts commerciaux. Cependant, c'était la vérité. Le commerce avec l'Empire ottoman était trop profitable pour être interrompu durablement. Après une guerre qui dura 2 décennies, les Ottomans ont réussi à conquérir la Crète en 1669, prouvant ainsi que leurs forces navales étaient toujours intactes et qu'ils continuaient à exercer leur domination sur la Méditerranée orientale. La bataille de Lépante est devenue une icône dans la mythologie européenne en tant que triomphe majeur qui a préservé la chrétienté. Cependant, sur le plan pratique, elle n'a pas significativement influencé l'équilibre des forces en Méditerranée. Alors que les victoires militaires des Ottomans effrayaient l'Europe, leur emprise sur les voies commerciales y étouffait économiquement. Suite à la prise de Constantinople en 1453, les Ottomans ont su prendre le contrôle des passages essentiels liant l'Europe à l'Asie, le Bosphore, les Dardanelles ainsi que les voies terrestres de la route de la soie. Chaque convoi d'épices, de soie, de porcelaine et autres trésors en provenance d'Asie devait passer par les terres ottomanes, où des droits significatifs étaient perçus à chaque point de contrôle. Il ne s'agissait pas seulement d'impôts modérés, mais d'une extraction systématique de richesses qui faisait grimper de manière spectaculaire le coût des produits essentiels en Europe. Une livre de poivre, qui n'était que quelques pièces en Inde, pouvait atteindre une valeur considérable une fois arrivé à Londres ou à Paris. Ce contrôle exclusif commercial a produit des conséquences désastreuses sur les économies de l'Europe. Les épices n'étaient pas des biens de luxe superflus, elles étaient indispensables pour la préservation de la viande, la médecine et l'alimentation quotidienne. Quand les prix grimpaient à cause des taxes imposées par les Ottomans,
Cela avait un impact surtout depuis le régime alimentaire des paysans jusqu'à la pérennité de secteurs industriels entiers. Venise et Gênes, qui avaient prospéré en tant qu'intermédiaires dans le commerce oriental, se trouvaient désormais contraints de négocier des conditions de plus en plus défavorables avec les Ottomans ou voir leurs bénéfices se dissiper. La Méditerranée, qui avait été le carrefour du commerce international pendant des siècles, est devenue un point de congestion sous le contrôle d'une seule superpuissance. Ce contexte économique a engendré un désespoir qui a fini par inspirer les grandes expéditions d'exploration. Christophe Colomb cherchait une voie occidentale vers les Indes, précisément pour éviter les territoires ottomans, tandis que Vasco de Gama a contourné l'Afrique dans le même but. Cependant, c'est à ce point que l'histoire devient compliquée de manière à ce que l'Europe préférerait ne pas l'admettre publiquement. Effectivement, les Ottomans géraient les voies de transport et imposaient des taxes élevées, mais qui était véritablement acheteur? Ces mêmes puissances européennes qui prônaient ouvertement des croisades contre les infidèles investissaient en parallèle des sommes considérables dans le commerce avec ces derniers. Les Habsbourg d'Espagne, qui se proclamaient champions de la chrétienté, faisaient venir d'immenses volumes de marchandises par le biais d'intermédiaires ottomans. Les économistes d'Augsbourg et de Florence soutenaient financièrement des convois voyageant à travers l'Empire ottoman. Ce commerce ne représentait pas un secret honteux en dehors des sentiers battus, mais bel et bien le cœur des économies européennes. L'hypocrisie était si évidente que même les personnes de l'époque en faisaient des commentaires. Mais l'argent avait plus de poids que l'idéologie. Ce qui inquiétait vraiment l'Europe ne se limitait pas au fait que les Ottomans dominaient le commerce, mais également qu'ils le géraient de manière efficace. Les marchés de l'Empire ottoman étaient plutôt sécurisés et bien administrés, permettant aux marchands de toute croyance d'exercer sous une couverture légale. De plus, le réseau de caravanes offrait une infrastructure que l'Europe ne pouvait pas concurrencer. Par ironie, un marchand juif ou chrétien pouvait fréquemment mener des affaires plus sereinement à Istanbul qu'à beaucoup de villes européennes où la discrimination religieuse, les pogroms et l'instabilité politique étaient répandues. Cela donnait lieu à une situation délicate où l'Empire barbare proposait des conditions commerciales plus avantageuses que l'Europe civilisée. Les commerçants de Venise transmettaient des comptes rendus à leur domicile, louant l'efficacité ottomane. Cependant, ces documents étaient rarement divulgués au public, puisqu'ils contredisaient le récit de la supériorité européenne. L'analyse économique contemporaine expose une autre dimension ironique. Bien que l'Europe ait imputé à tort la responsabilité de son asphyxie économique aux Ottomans, ces difficultés étaient en grande partie le fruit de ses propres actions. L'arrivée massive de capitaux et d'or provenant des Amériques a entraîné une inflation galopante en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Les coûts ont connu une hausse significative non seulement en raison des taxes ottomanes, mais également parce qu'il y avait une abondance de métaux précieux pour une offre limitée de biens. Les Ottomans, qui étaient exclus du système monétaire américain, ont également subi des conséquences néfastes, étant donné que le commerce européen s'effectuait en utilisant une monnaie surévaluée, ce qui a eu un impact négatif sur leur propre économie. Les deux empires se retrouvaient coincés dans un système économique qui les minait mutuellement, pourtant aucun d'eux n'était en mesure de l'accepter ou de le modifier. L'Europe cherchait à imputer aux Ottomans les problèmes économiques qu'elle avait en partie causés par sa propre cupidité coloniale, alors que de leur côté, les Ottomans ne prenaient pas conscience que leur domination commerciale poussait l'Europe à chercher des voies commerciales de contournement. Il y avait effectivement une constriction économique, mais c'était également une prophétie auto-réalisatrice où chaque partie a participé à sa propre décadence tout en se reprochant l'une l'autre. Pour saisir comment la crainte des Ottomans a pris une telle profondeur dans l'esprit européen, il est nécessaire d'examiner au-delà des conflits et de la situation économique en se concentrant sur les aspects culturels et de la propagande.
L'Europe a élaboré une représentation des Ottomans qui était à la fois ancrée dans la réalité, empreinte de fantaisie et entièrement destinée à servir des buts politiques. Le concept d'orientalisme, qui serait rendu célèbre par le savant Edward Said des siècles plus tard, a commencé à se dessiner durant l'ère ottomane. L'Europe a décrit les Ottomans comme étant à la fois décadents et menaçants, sexuellement immoraux mais disciplinés sur le plan militaire, culturellement inférieurs mais d'une sophistication redoutable. Cette incohérence n'était pas fortuite, elle était indispensable pour expliquer simultanément la peur et l'agression de l'Europe. L'imaginaire européen a développé une fascination spécifique pour le harem ottoman. On racontait des histoires sensationnelles sur le harem du sultan, évoquant des tableaux de débauche infinie, d'intrigues périlleuses et de femmes réduites en esclavage sous le joug de tyrans opulents. Des personnages tels que Hürrem Sultan, aussi appelée Roxlane en Europe, ont été représentés comme des séductrices manipulatrices exerçant un contrôle occulte sur l'Empire, exploitant leur pouvoir de séduction pour corrompre la politique. La réalité était considérablement plus complexe. Effectivement, le harem a existé et les femmes qui y résidaient avaient des rôles restreints conformément aux standards modernes. Cependant, un bon nombre de ces femmes, notamment les favorites du sultan, jouaient un rôle politique significatif. Hürrem Sultan a joué un rôle décisif en tant que conseillère de Soliman, orientant la politique extérieure et les choix de nomination. Ces lettres témoignent d'un esprit politique acéré, bien au-delà d'une simple séductrice. Ce que l'Europe négligeait avec aisance, c'était sa propre hypocrisie en matière de sexe et de genre. Bien qu'ils critiquassent les harems ottomans, les monarques européens avaient leurs propres concubines officielles et des descendants naturels qui étaient fréquemment dotés de titres et d'autorité. Ils imposaient également des contraintes juridiques à leurs femmes qui les réduisaient en réalité à être la propriété de leur père ou de leur époux. Les maîtresses royales en France jouaient un rôle politique similaire à celui des femmes du harem ottoman. Mais cette situation était perçue comme distincte et d'une certaine façon plus civilisée. Les sociétés où les femmes n'avaient pas le droit de posséder des biens, de voter ou d'avoir pratiquement aucune possibilité de recours juridique indépendant étaient particulièrement prolifiques en matière de propagande anti-ottomane concernant la dégradation des femmes. L'ironie ultime réside dans le fait qu'après 1683, lorsque l'ombre militaire ottomane a commencé à s'estomper, l'Europe a été captivée par la culture ottomane, un engouement qui s'est matérialisé par le phénomène de la turquerie. Brusquement, des aspects du design ottoman, le café turc, la pipe turque et les habits à la mode ottomane ont commencé à se populariser dans les cours européennes. Mozart a composé des opéras inspirés de thèmes turcs, l'aristocratie française ornait ses salons avec des motifs issus de l'Empire ottoman et le turban s'est transformé en un élément de mode. Cela a mis en lumière un point crucial. L'Europe n'a jamais réellement craint ou détesté la culture ottomane autant qu'elle le prétendait. Une fois la menace militaire atténuée, l'Europe a publiquement reconnu son admiration pour certains aspects de la civilisation ottomane qu'elle critiquait depuis des générations. Durant le XVIIIe siècle, à une époque où l'Empire ottoman était manifestement en déclin, l'Europe a fermement apposé l'étiquette de l'homme malade de l'Europe sur cet empire. On prétend que cette phrase a été prononcée par le tsar Nicolas Ier, encapsulant ainsi le nouvel état d'esprit européen. Les Ottomans n'étaient plus redoutables, mais pathétiques, un empire en déliquescence attendant d'être fragmenté comme une proie. Ce récit pratique omettait de prendre en compte que de nombreux enjeux ottomans étaient le miroir des problématiques européennes. Les puissances européennes étaient également impliquées dans l'esclavage, perpétraient des atrocités coloniales à une ampleur qui surpassait tout ce que faisaient les Ottomans, faisaient face à une corruption rampante et à des disparités structurelles. La distinction résidait dans la force du récit.
L'Europe détenait le contrôle de l'imprimerie, dictant les histoires à raconter, orchestrant la propagande qui déterminait qui était considéré comme civilisé et qui était perçu comme barbare. Les Ottomans ont cédé la bataille culturelle bien avant de connaître leur défaite sur le champ de bataille. Et cette perte dans le domaine narratif a influencé notre interprétation de cette période historique jusqu'à présent. Si le premier assaut ottoman sur Vienne en 1529 devait servir d'avertissement, le second, en 1683, représentait le dernier rugissement du lion ottoman avant sa lente décadence. Ce n'était pas simplement une autre campagne militaire, mais la plus grande mobilisation de l'histoire ottomane jusqu'à ce point. Plus de 200 000 soldats, y compris des vassaux des Balkans, des unités d'élite de janissaires, une artillerie lourde et une logistique qui a nécessité plusieurs mois de préparation, avec la certitude de conquérir Vienne, d'écraser les Habsbourg et d'ouvrir la voie à la domination ottomane de l'Europe centrale. Le grand vizir Kara Mustafa Pacha a mené cette armée. Les correspondances capturées indiquaient que les Ottomans avaient l'intention de conquérir Rome, le centre du catholicisme crétolique. Pour l'Europe, ce n'était pas juste une opération militaire, c'était l'Armageddon. Le siège a débuté en juillet 1683 et s'est vite mué en véritable cauchemar pour les 15 000 défenseurs de Vienne. Les Ottomans ont utilisé des techniques de siège qu'ils avaient affinées au fil des siècles. Ils ont élaboré un impressionnant système de galeries souterraines sous les fortifications, préparant des charges explosives destinées à faire s'écrouler des portions entières des défenses. L'artillerie bombardait sans relâche, jour comme nuit, réduisant en poussière les fortifications et brisant le moral des défenseurs. Dans la ville, le colonel Ernst Rüdiger von Starhemberg orchestrait une défense désespérée tout en dépêchant des émissaires pressants pour solliciter du soutien à travers toute l'Europe. La nourriture a commencé à s'épuiser, les épidémies se sont répandues, et à mesure que les jours s'écoulaient, il paraissait de plus en plus probable que Vienne connaisse le même destin que Constantinople 2 siècles auparavant. Cependant, contrairement à 1453, l'Europe a cette fois réagi avec une réponse unifiée et forte. Jean III Sobieski, roi de Pologne, constitua une troupe de renfort incluant des contingents polonais, allemands et du Saint-Empire romain. Le 12 septembre 1683, cette troupe regroupant près de 65 000 individus fit son apparition sur les hauteurs surplombant Vienne. Ce qui a suivi a été une des batailles les plus spectaculaires de l'histoire de l'Europe. Sobieski dirigea personnellement la plus importante charge de cavalerie jamais consignée. 20 000 cavaliers, y compris les mythiques hussards et les polonais, déferlèrent des collines de Kahlenberg dans une tempête d'acier et de rage. Les témoins ont décrit le bruit assourdissant des sabots qui frappent et des ailes des hussards comme apocalyptiques. Le camp ottoman a été anéanti en l'espace de quelques heures. Les Ottomans ont subi une défaite désastreuse. Kara Mustafa Pacha a déserté le champ de bataille, abandonnant non seulement ses troupes, mais également d'innombrables trésors, des tentes chargées de biens précieux, des papiers importants et des milliers d'esclaves qui ont été affranchis. Le sultan Mehmed IV, fâché par l'échec, ordonna la mise à mort de Kara Mustafa en décembre de cette même année, exécuté par étranglement avec une corde de soie conformément à la tradition. Cependant, les dommages ne se limitaient pas aux pertes militaires. Ils touchaient également les aspects psychologiques et stratégiques. La défaite à Vienne a mis à jour de manière brutale la surextension de l'Empire ottoman. L'Europe a constaté que le géant avait des faiblesses, que sa logistique ne pouvait pas gérer des offensives aussi étendues sur son sol et que sa supposée invincibilité n'était qu'une illusion qui pouvait être brisée avec suffisamment de volonté et de coordination. L'importance de 1683 ne réside pas uniquement dans la bataille elle-même, mais aussi dans ce qu'elle représentait, l'apogée de l'expansion ottomane et le commencement de son déclin. Les Ottomans ne représenteraient plus jamais une menace sérieuse pour le centre de l'Europe.
Le récit a radicalement évolué, passant d'une Europe qui se défendait désespérément à une Europe qui commence à envisager le partage de l'Empire ottoman. Cette fois, les coalitions qui avaient été formées pour contrer le siège n'ont pas été dissoutes. Elles se sont transformées en forces d'attaque qui repoussèrent les limites ottomanes au cours des décennies à venir. Néanmoins, il existe une réalité désagréable à admettre. La brutalité de cette période ne se rattache à aucun propriétaire unique. Les témoignages ottomans de tueries dans les Balkans, tels que le fameux massacre de Batak durant les révoltes bulgares ultérieures, ont choqué l'Europe et ont servi d'outil de propagande. Cependant, les forces chrétiennes perpétraient des atrocités similaires lorsqu'elles récupéraient des territoires, tuant les populations civiles musulmanes qui y résidaient depuis des générations. Le cycle de la violence engendrait davantage de violence, chaque partie rationalisant ses atrocités en dénonçant celles de l'adversaire. La catastrophe de Vienne a donné le coup d'envoi de ce qui serait appelé plus tard la Grande Guerre turque, un affrontement de 16 ans s'étendant de 1683 à 1699, qui allait profondément modifier l'équilibre des forces en Europe de l'Est. Un grand rassemblement appelé la Sainte Ligue, qui regroupait le Saint-Empire romain, la Pologne-Lituanie, Venise et plus tard la Russie, a orchestré une offensive diversifiée contre l'Empire ottoman. Pour la première fois en plusieurs siècles, les Ottomans n'étaient pas en position d'attaque, mais luttaient désespérément pour préserver ce qu'ils possédaient. Sous la conduite de chefs éminents tels que le prince Eugène de Savoie, les Habsbourg ont progressivement repris possession de la Hongrie. Les Vénitiens ont conquis le Péloponnèse en Grèce. Des incursions russes ont débuté dans les régions de la mer Noire. Autrefois perçu comme inarrêtable, l'Empire était désormais déchiqueté en plusieurs directions. Les combats de ce conflit étaient à la fois durs et déterminants. Lors de la bataille de Mohacs en 687, qui était un paradoxe ironique par rapport à la victoire ottomane de 526, les Habsbourg infligèrent une défaite écrasante à l'armée ottomane sur le même terrain où ils avaient subi une défaite un siècle et demi auparavant. Durant la bataille de Slankamen en 1691, le prince Eugène inflige une défaite écrasante à une autre armée ottomane, mettant fin au jour du grand vizir Köprülüzade, Fazıl Mustafa Pacha. Chaque revers sapait non seulement la domination territoriale ottomane, mais également le moral et l'unité de l'Empire. Des soulèvements ont commencé à surgir dans les régions. Les janissaires se sont de plus en plus comportés de manière incontrôlable et la cour d'Istanbul était prise dans le tourbillon des querelles de pouvoir, tout en cherchant désespérément des remèdes à la crise militaire. Le traité de Karlowitz, signé en 1699, a marqué un moment décisif qui a officialisé ce qui était déjà manifeste. L'Empire ottoman avait transitionné d'une force d'expansion vers une diminution constante. Les conditions étaient avilissantes pour une nation qui avait autrefois imposé ses termes à l'Europe. Pratiquement toute la Hongrie, la Transylvanie, la Croatie et la Slavonie a été abandonnée par les Ottomans au profit des Habsbourg. Venise a pris le contrôle du Péloponnèse. La Podolie a été reprise par la Pologne. C'est la première fois que l'Empire ottoman signe un traité en tant que partie battue, abandonnant de grandes étendues de terre et admettant sa défaite sur le plan militaire. Les festivités ont perduré pendant plusieurs jours dans les capitales de l'Europe. La menace qui pesait sur l'Europe pendant des siècles semblait finalement se dissiper. Les penseurs européens ont commencé à traiter de l'effondrement inévitable du despotisme oriental devant la rationalité occidentale. Cependant, Karlowitz n'était que le commencement d'une série de défaites et de déshonneurs. Les conflits russo-turcs des XVIIIe et XIXe siècles ont été particulièrement dévastateurs. L'accord de Küçük-Kaynarca en 1774, suite à une autre défaite écrasante contre Catherine la Grande, non seulement a transféré des territoires vitaux de la mer Noire, mais a aussi conféré à la Russie des prérogatives de protection sur les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. C'était une mine juridique qui offrait à la Russie l'opportunité de s'immiscer dans les affaires internes de l'Empire ottoman à sa guise, sous le couvert de défendre ses coreligionnaires.
C'était exactement le genre d'intervention néocoloniale que les puissances européennes perfectionneraient au cours du XIXe siècle. Les Ottomans avaient évolué d'une force qui semait la terreur en Europe à un sujet d'intervention européenne. En vérité, ces revers symbolisaient une tragédie humaine d'ampleur qui est peu souvent évoquée dans les narrations triomphantes européennes. Lorsque les forces chrétiennes ont repris ces régions, des millions de musulmans qui résidaient dans les Balkans et l'Europe de l'Est depuis des générations ont été brutalement chassés ou exterminés. Toute une communauté musulmane, certaines datant de plus de 200 ans, a été anéantie. Ces réfugiés ont submergé l'Anatolie ainsi que les autres territoires ottomans, engendrant des crises humanitaires et provoquant la déstabilisation de vastes zones. Durant cette période, dans les régions encore sous contrôle ottoman, les communautés chrétiennes faisaient face à une méfiance grandissante et parfois à des représailles en raison de révoltes réelles ou présumées, appuyées par la Russie ou d'autres puissances. Le cycle de violence ethnique et religieuse déclenché par ces conflits résonnerait à travers les siècles, atteignant son apogée lors des épurations ethniques du XXe siècle. La reprise européenne des territoires ottomans a engendré les germes de l'instabilité au Moyen-Orient et dans les Balkans, dont nous récoltons encore les effets aujourd'hui. Alors que les forces européennes mettaient la pression sur les frontières ottomanes, le véritable adversaire de l'Empire se développait de l'intérieur, tel un cancer rongeant ses organes essentiels. Le décès de Soliman le Magnifique en 1566 a marqué l'initiation de ce que les historiens désignent comme le sultanat des femmes, et la période caractérisée par des sultans de faible capacité. Il ne s'agissait pas que les femmes étaient intrinsèquement la source du problème. De façon ironique, certaines telles que Kösem Sultan et Turan Sultan ont fait preuve de plus de compétences que plusieurs sultans. Mais le système politique avait tellement sombré qu'il n'était plus basé sur les institutions, mais plutôt sur les machinations de cour, les unions familiales et l'arbitraire des factions concurrentes. Les sultans accédaient au trône de plus en plus jeunes, dépourvus d'expérience tant sur le plan militaire qu'administratif, devenant des pantins sous l'influence des pouvoirs agissant dans l'ombre. Autrefois la colonne vertébrale de la force militaire ottomane, le corps des janissaires est devenu son poids le plus lourd. Ce qui avait débuté en tant que force d'élite méritocratique s'est transformé en une entité corrompue par des intérêts établis. Les janissaires ont acquis le privilège de se marier et de transmettre leur statut à leur progéniture, anéantissant par conséquent le système de devshirme qui assurait leur fidélité au sultan par le biais des liens familiaux. Ils ont commencé à s'engager dans les affaires et le commerce, étant davantage préoccupés de sauvegarder leurs avantages économiques que de se livrer à des combats. Tout souverain cherchant à réformer ou moderniser les forces armées devait faire face à des insurrections de janissaires. En 1622, le sultan Osman II a été purement et simplement tué par les janissaires lorsqu'il a essayé de constituer une nouvelle armée destinée à les substituer. Le message était limpide, c'était l'armée qui avait la mainmise sur l'État, et non le contraire. Autrefois modèle que le monde envia, l'économie ottomane a sombré dans un processus de déclin dont elle ne parviendra jamais à se relever complètement. L'établissement de routes commerciales de substitution qui évitent l'Afrique et traversent l'Atlantique a gravement affecté les revenus douaniers ottomans. L'arrivée de l'Amérique et l'inondation d'argent espagnol ont entraîné une inflation énorme que le gouvernement ottoman ne parvenait pas à comprendre ni à maîtriser. Les coûts ont explosé, les rémunérations n'ont pas évolué proportionnellement, et le stratagème d'octroyer des terres en contrepartie de services militaires s'est effondré lorsque les revenus issus de l'agriculture n'ont plus suffi à compenser les dépenses liées à l'équipement militaire. Entre 1590 et 1610, les soulèvements des Gélalas en Anatolie étaient en partie le fait de ces soldats agriculteurs appauvris. Des régions entières ont sombré dans le désordre lorsque des hors-la-loi et des chefs de guerre locaux
ont rempli le vide créé par l'autorité centrale affaiblie. Des efforts de réforme ont été entrepris, certains affichant une ambition spectaculaire. Au XVIIe siècle, les vizirs de la lignée Keprulu ont instauré des réformes administratives sévères qui ont provisoirement mis un terme à la déstabilisation de l'Empire en exécutant des milliers de fonctionnaires corrompus et en rétablissant la discipline. La période des tulipes du XVIIIe siècle représente une tentative d'occidentalisation culturelle en important la technologie, l'art et les concepts européens. Cependant, ces réformes faisaient constamment face à une forte opposition de la part des élites profitant de la situation actuelle. Les oulémas religieux percevaient l'occidentalisation comme un danger pour les principes islamiques. Les janissaires étaient résistants à la modernisation des forces armées. Les réformes administratives étaient sabotées par des fonctionnaires corrompus. Chaque essai de modification déclenchait des réactions violentes qui laissaient fréquemment l'Empire dans une condition plus dégradée qu'auparavant. Ce qui a véritablement fait chavirer l'Empire ottoman, ce n'était pas uniquement la corruption ou l'opposition au changement, des phénomènes omniprésents, mais son incapacité structurelle à s'adapter à la révolution industrielle et technologique qui métamorphosait l'Europe. Tandis que l'Europe mettait en place des usines, des réseaux ferroviaires, des systèmes télégraphiques et innovait avec de nouvelles technologies militaires telles que les fusils à chargement par la culasse et les cuirassés à vapeur, l'Empire ottoman demeurait largement agricole et technologiquement stagnant. Lorsqu'ils ont enfin essayé de se moderniser au XIXe siècle, il était déjà trop tard. Les réformes du Tanzimat ont été mises en place alors que le gouffre technologique et économique avec l'Europe était devenu infranchissable sans une assistance extérieure considérable. Cette assistance a été conditionnée par plusieurs facteurs. Une dette extérieure qui a rendu les finances ottomanes dépendantes des banques européennes, des capitulations qui conféraient des privilèges extraterritoriaux aux Européens, et une érosion graduelle de la souveraineté qui a réduit l'Empire à un quasi-protectorat informel sous le contrôle des puissances européennes. Le déni ou le refus des progrès technologiques européens, alimenté par l'arrogance culturelle et l'appréhension de la dilution de l'identité, s'est transformé en une sentence capitale auto-infligée qui a été exécutée lentement sur une période de 2 siècles. Tandis que les conflits avec les puissances européennes infligeaient des blessures à l'Empire ottoman de l'extérieur, les mouvements nationalistes dans les Balkans le dévoraient de l'intérieur, créant des blessures qui resteraient à jamais ouvertes. Le XIXe siècle a été marqué par une série de soulèvements qui ont remodelé la configuration de l'Europe de l'Est et démontré que la domination ottomane sur ces terres européennes devenait de plus en plus illusoire. Ces soulèvements n'ont pas émergé sans raison. Ils découlaient de plusieurs siècles de tensions ethniques et religieuses, intensifiées par les interventions européennes qui incitaient délibérément au nationalisme dans le but d'affaiblir les Ottomans. En particulier, la Russie se voyait comme la défenseuse des Slaves orthodoxes, non pas par bienveillance, mais pour justifier l'expansion de son influence vers la Méditerranée. La première insurrection serbe de 1804 a débuté en réaction à la brutalité des janissaires locaux, et non pas contre l'autorité centrale du gouvernement ottoman. De manière ironique, le sultan a d'abord appuyé les insurgés contre ses propres troupes révoltées. Cependant, sous le leadership de Karađorđe Petrović, la révolte s'est métamorphosée en une guerre d'indépendance complète. Malgré la répression sévère des Ottomans et l'échec initial, une seconde insurrection en 1815, menée par Miloš Obrenović, a été plus efficace, permettant d'acquérir une autonomie notable qui mènerait finalement à une indépendance complète en 1878. La Serbie s'est imposée comme un exemple et une source d'inspiration pour d'autres courants nationalistes dans les Balkans, prouvant que l'autorité ottomane pouvait être contestée avec succès. La guerre d'indépendance grecque de 1821-1832 a suscité l'imagination romantique à travers toute l'Europe comme aucune autre révolte ne l'a fait. Les savants européens, formés sur les œuvres classiques grecques,
percevaient la lutte comme une renaissance de la civilisation hellénique destinée à se libérer du joug barbare. Lord Byron a trouvé la mort en Grèce, défendant la cause. Des bénévoles venus de toute l'Europe ont fait le voyage pour se battre aux côtés des rebelles. La réalité était bien moins romantique. Il s'agissait d'une guerre civile violente, marquée par des tueries de part et d'autre. L'Europe a été horrifiée par le massacre de Chios en 1822, où des dizaines de milliers de Grecs ont été tués ou réduits en esclavage par les forces ottomanes. Cependant, les atrocités grecques infligées aux populations civiles musulmanes ont été tout autant épouvantables et agréablement sous-estimées dans les narrations occidentales. En fin de compte, l'action directe du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, qui a abouti à la démolition de la flotte ottomane lors de la bataille de Navarin en 1827, a contraint les Ottomans à reconnaître l'indépendance grecque. Les décennies qui ont suivi ont observé un modèle de désespoir croissant et récurrent. Après la guerre russo-turque de 1877-1878, les révoltes menées par les Roumains ont conduit à leur indépendance en 1878. Le traité de Berlin de cette année a officiellement reconnu l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, tandis que la Bulgarie a reçu une autonomie considérable. Chaque concession portait davantage atteinte à l'Empire, tant sur le plan territorial que sur le plan moral. L'Empire ottoman, considéré comme l'héritage de leurs ancêtres, était dépecé morceau par la population, engendrant simultanément le désespoir et le radicalisme. Les guerres des Balkans de 1912-1913 ont porté un dur coup aux ambitions ottomanes sur le continent européen. Une coalition formée par la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro a chassé les Ottomans de presque l'ensemble de leurs terres européennes restantes, sauf pour la Thrace orientale. Durant seulement 2 conflits, l'Empire a subi une perte de 83% de sa population en Europe et de 69% de son territoire sur le même continent. L'Europe préfère éviter d'examiner de près la controverse liée à son implication dans l'exploitation du nationalisme balkanique à ses propres bénéfices. Ces révoltes n'étaient pas soutenues par la Russie, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne et la France par souci de liberté ou d'autodétermination, mais pour diminuer un concurrent géopolitique et instaurer leur propre zone d'influence. L'assistance européenne était fréquemment assortie de conditions qui réduisaient les nouveaux États, officiellement indépendants, à un statut proche de celui de protectorat. Pire encore, les puissances européennes ont sciemment promu le nettoyage ethnique, exhortant les communautés chrétiennes à chasser ou exterminer les musulmans qui résidaient sur ces terres depuis des siècles. Des centaines de milliers de réfugiés musulmans, appelés muassirs, ont dû s'exiler en Anatolie, abandonnant leurs possessions, les sépultures de leurs ancêtres et des communautés établies sur plusieurs générations. Cette purification ethnique encouragée par l'Europe a engendré des rancœurs susceptibles de nourrir la violence au cours du siècle suivant, atteignant leur paroxysme lors des atrocités des guerres en Yougoslavie dans les années 1990. La ligne de conduite était évidente. Lorsque les Ottomans réprimaient des soulèvements, c'était un acte de barbarie. Lorsqu'il s'agissait de nationalistes chrétiens qui tuaient des civils musulmans, c'était une délivrance honorable. L'hypocrisie était si manifeste que quelques-uns de ses contemporains européens l'ont commentée, mais celle-ci a été éclipsée par le discours triomphant du nationalisme européen. Si le XIXe siècle a représenté un déclin progressif, la Première Guerre mondiale a agi comme le coup fatal qui a conduit à la mort définitive de l'homme malade de l'Europe. L'alliance des jeunes Turcs avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois en 1914 représentait un dernier recours désespéré pour récupérer les territoires perdus et redynamiser l'Empire. À première vue, cela semblait sensé. L'Allemagne était la force majeure européenne la plus avancée et la plus moderne. Elle avait des adversaires communs avec les Ottomans, notamment la Russie, et offrait une assistance tant technologique que militaire. Cependant, ce fut une erreur stratégique qui assura la ruine de l'Empire.
Les Ottomans ont dû faire face à de nombreux adversaires qui les surpassaient en termes de quantité, de technologie et de moyens. Les Russes dans le Caucase, les Britanniques en Mésopotamie et en Palestine, une insurrection arabe dans le Hedjaz, sans oublier les alliés qui ont tenté de franchir les Dardanelles. La campagne de Gallipoli de 1915 représente la seule victoire militaire notable des Ottomans durant le conflit et demeure aujourd'hui un symbole de fierté nationale turque. Quand les troupes britanniques et du Commonwealth ont essayé de passer les détroits et de s'emparer d'Istanbul, elles ont été repoussées lors d'une campagne de 8 mois qui a entraîné plus de 250 000 pertes chez les Alliés. Mustafa Kemal, qui deviendra Atatürk, a émergé comme un héros en protégeant la péninsule. Cependant, Gallipoli a été une victoire à la Pyrrhus qui n'a fait que repousser l'inévitable. Dans tous les autres domaines, les Ottomans encaissaient défaite après défaite. Les troupes russes progressaient dans le Caucase. Les forces britanniques prenaient Bagdad en 1917 et Jérusalem en décembre de cette même année, marquant la fin de 4 siècles de contrôle ottoman sur la Terre Sainte. L'officier britannique T.E. Lawrence, connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, a orchestré la révolte arabe qui a sapé le contrôle ottoman de l'intérieur. L'effondrement final a été vertigineux. En octobre 1918, alors que le gouvernement ottoman était confronté à des revers sur l'ensemble du territoire, à une ruine économique complète et à une fragmentation interne, il a signé l'armistice de Mudros. Les conditions étaient désastreuses. Une démilitarisation totale, une occupation d'Istanbul et des détroits par les Alliés et la capitulation de l'ensemble des territoires arabes. Ce qui a suivi a été la division de l'Empire selon les lignes discrètement dessinées par les diplomates britanniques et français dans l'accord Sykes-Picot de 1916. La France a reçu la Syrie et le Liban, tandis que la Grande-Bretagne a acquis l'Irak, la Palestine et la Transjordanie. Des portions de l'Anatolie ont été revendiquées par l'Italie et la Grèce. Le traité de Sèvres de 1920 visait à confiner la Turquie dans une petite partie de l'Anatolie, dépourvue d'accès maritime et entièrement soumise aux puissances européennes. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure que les puissances alliées n'avaient pas prévue. Le traité de Sèvres, qui était perçu comme dégradant, a suscité une réaction nationaliste turque si intense qu'elle a littéralement abouti à son rejet par la force. Entre 1919 et 1922, Mustafa Kemal a dirigé une rébellion qui a chassé les Grecs de l'ouest de l'Anatolie lors d'un conflit violent, contraint les Alliés à renégocier et instaurer la République de Turquie en 1923 sous le traité de Lausanne, remplaçant Sèvres par des conditions bien plus avantageuses. Le prix humain a été dévastateur. Le génocide arménien de 1915, durant lequel entre 600 000 et 1,5 million d'Arméniens ont perdu la vie à travers déportation et exécution, un fait que la Turquie continue de contester en niant qu'il s'agisse d'un génocide. L'épuration ethnique des Grecs d'Anatolie, ainsi que l'échange de populations contraint qui a déplacé des millions d'individus. Ces horreurs représentaient le résultat inévitable de longues années de nationalisme ethnique violent de part et d'autre. Le fait troublant souvent omis et dont on ne parle pas beaucoup, c'est comment les ententes secrètes et l'avidité coloniale européenne ont indûment prolongé la guerre et planté les semences de conflits qui perdurent un siècle plus tard. Les délimitations artificielles établies par Sykes-Picot ont sciemment négligé les vérités ethniques, religieuses et tribales, engendrant des États dysfonctionnels destinés à être fragiles et subordonnés à leurs précédents colonisateurs. Par la correspondance Hussein-McMahon, les Britanniques ont assuré aux Arabes l'indépendance. Ils ont accordé un foyer national aux Juifs en Palestine par la déclaration Balfour. Et ils ont donné leur parole aux Français de se diviser le Moyen-Orient. Ces 3 engagements totalement incompatibles assurèrent des discordances à venir. La chute de l'Empire ottoman ne représente pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence tumultueuse du Moyen-Orient contemporain. Les difficultés actuelles,
allant du conflit israélo-palestinien à l'instabilité en Irak et en Syrie, ont leurs origines dans la façon dont les puissances européennes ont démantelé et réparti les territoires ottomans pour leur propre profit, sans tenir compte des populations locales. La dissolution du sultanat en 1922 et la création de la République de Turquie en 1923 sous Mustafa Kemal Atatürk ont formellement signifié la fin de l'Empire ottoman, bien que son influence sur l'Europe n'ait pas pris fin. Atatürk a initié une transformation culturelle radicale dans le but d'éliminer l'héritage ottoman et islamique de l'État, substituant celui-ci par un nationalisme turc laïque influencé par les exemples européens. Le califat a été dissous, l'alphabet latin a pris la place de l'arabe, la loi islamique a cédé la place à des codes juridiques suisses et allemands, et le port du voile est désormais prohibé. C'était un rejet complet de l'héritage ottoman, une tentative de faire un bond culturel de 5 siècles en l'espace de 5 ans. Selon Atatürk, le multiculturalisme à la manière ottomane, qui avait été un atout et une limite de l'Empire, ne s'accordait pas avec l'idée d'un État-nation contemporain. Cependant, les marques laissées par 6 siècles de conflits entre les Ottomans et les Européens ne se sont pas évanouies simplement parce que l'Empire a pris fin. Pendant si longtemps, l'Europe avait établi son identité en contraste avec les Ottomans, que l'émergence d'un vide suite à la disparition de cet ennemi n'a jamais été totalement remplie. Malgré ses nombreuses origines, l'islamophobie contemporaine trouve ses fondements dans des siècles de propagande anti-ottomane dépeignant tous les musulmans comme un danger existentiel pour la civilisation européenne. Les clichés du turc cruel, du harem décadent et du despotisme oriental ont tous été réutilisés et adaptés à de nouvelles situations. Quand les travailleurs turcs ont commencé leur émigration vers l'Europe de l'Ouest dans les années 1960, ils ont dû faire face à des préjugés qui résonnaient avec les relents de l'époque ottomane. Les conflits contemporains entre la Turquie et l'Union européenne sont empreints de cette histoire non réglée. Officiellement initiée en 1987, la candidature de la Turquie à rejoindre l'UE reste toujours entravée des années plus tard. Elle a été plusieurs fois compromise par des réticences qui avaient souvent peu à voir avec des critères techniques et beaucoup avec le refus culturel européen d'intégrer un pays majoritairement musulman comme membre à part entière. Les hommes politiques européens évoquent de manière vague des différences culturelles et des inquiétudes liées aux valeurs européennes. Des euphémismes évidents pour signifier que la Turquie est trop islamique, trop orientale, trop autre pour être réellement européenne. C'est une résonance exacte des narrations d'exclusion qu'a tissé l'Europe durant la période ottomane. Nous sommes civilisés, tandis qu'eux sont barbares. Nous sommes rationnels, tandis qu'ils sont despotiques. Nous appartenons à ce monde, pas eux. Depuis 2003, la montée en puissance du président Recep Tayyip Erdoğan et de son parti de la justice et du développement, AKP, a ravivé les fantômes du passé ottoman d'une façon qui captive et effraie l'Europe. Erdoğan a ouvertement contesté certains éléments du sécularisme kémaliste, permettant une plus grande manifestation de la religion en public, citant la rhétorique ottomane dans sa diplomatie et conduisant une politique extérieure plus marquée qui fait écho à l'influence historique de l'Empire. On l'accuse, tant en Turquie qu'en Europe, de néo-ottomanisme, le reprochant de vouloir reconstituer un empire disparu. Quand Erdoğan a transformé le musée Sainte-Sophie en mosquée en 2020, ce geste n'a pas été perçu en Europe comme une simple décision intérieure à la Turquie, mais plutôt comme un acte symbolique rappelant la conquête de Constantinople. La question provocatrice à laquelle nous devons répondre est la suivante. Quelle proportion de la peur du néo-ottomanisme est une menace tangible et quel pourcentage représente une projection? La continuité de siècles durant lesquels l'Europe a besoin d'un épouvantail musulman oriental contre lequel se définir. Les stratégies d'Erdoğan sont autoritaires et posent problème. Néanmoins, la Turquie ne se prépare pas à envahir la Hongrie ou à assiéger Vienne une fois de plus. En Europe,
Les actions militaires turques en Syrie et en Libye suscitent de vives critiques, tandis que l'intervention militaire de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis dans divers autres pays n'entraîne pas les mêmes reproches d'impérialisme néo-ottoman. L'hypocrisie demeure. Lorsque l'Europe étend son influence au-delà de ses limites, c'est pour préserver l'ordre mondial. Quand la Turquie agit ainsi, c'est perçu comme une menace nostalgique. L'analyse de ces 600 ans d'histoire montre clairement que la peur des Ottomans a constamment été à la fois construite et véritable, un instrument politique, tout comme une réaction authentique face aux dangers militaires. L'unification de l'Europe nécessitait la présence d'un ennemi ottoman pour justifier ses propres horreurs et détourner l'attention de ses problèmes internes. Les Ottomans constituaient l'adversaire idéal, assez fort pour représenter une menace existentielle, assez distincte culturellement pour être considérés comme des autres utiles et suffisamment tenaces pour entretenir la peur pendant des générations. Et lorsque l'Empire ottoman est tombé, la crainte n'a pas cessé d'exister, car il ne s'agissait pas spécifiquement de l'Empire lui-même, mais de ce qu'il représentait dans l'esprit européen. Le dernier legs de l'Empire ottoman est cette réalité troublante. Nombreux sont les problèmes que nous imputons aux Ottomans, allant de la persécution religieuse à l'impérialisme sévère, qui reflète les problèmes de l'Europe elle-même. Le récit qui nous a été présenté, dépeignant une civilisation européenne luttant contre la barbarie orientale, est une narration simplifiée qui ne résiste pas à l'analyse. La situation était beaucoup plus complexe, les deux parties s'adonnant à des atrocités, faisant preuve d'hypocrisie et dépendant l'une de l'autre en tant qu'adversaires pour rationaliser leurs propres actes. La question à laquelle nous devons réfléchir aujourd'hui, face aux tensions persistantes entre le monde islamique et l'Occident, est de déterminer si nous avons tiré des leçons de cette histoire ou si nous continuons simplement à reproduire les mêmes modèles de peur construites, de projections culturelles et de prophéties auto-accomplissantes qui ont caractérisé l'époque ottomane. Est-il possible qu'en fabriquant des créatures pour lutter, nous finissions par devenir de véritables monstres nous-mêmes ?